matheuses et les matheux. Donc là, je voulais montrer un travail pratique utilisant Scratch, dont l'idée originelle provient de Jordan. Là, Jordan l'a fait en sixième, moi je vais le faire en quatrième. Et alors j'ai trouvé ça intéressant parce que, comme vous le verrez si vous allez voir éventuellement les fiches de Jordan et les miennes, eh bien là on part sur une base du jeu qui est commune, et les extensions, les améliorations ou les différentes phases pensées par Jordan ne sont pas les mêmes que les miennes. Ce qui par ailleurs montre que de réfléchir à des travaux pratiques, par exemple en programmation ou autre, ça développe quand même la créativité, tant chez les profs que chez les élèves, parce que pareil, pour les améliorations, on peut faire réfléchir les élèves à leurs propres améliorations. Mais là, je vais vous montrer le principe, et puis je voulais discuter de différentes choses. Là, déjà, on voit l'intérêt d'avoir Scratch en ligne, que ce soit pour le prof ou pour l'élève. Je n'ai pas besoin de clé USB si je veux montrer certaines choses au niveau des rendus finaux aux élèves. Et inversement, les élèves, s'il y a des phases à faire en classe ou à la maison, finalement, ils ont qu'à ouvrir leur compte Scratch en ligne, donc à se rappeler de leur identifiant et de leur mot de passe, à ne pas oublier d'enregistrer régulièrement. Et puis, évidemment, il faut une connexion Internet, mais on n'est pas en train de se batailler avec des contraintes de temps ou des clés USB ou ce genre de choses. Ça a quand même un avantage. Scratch en ligne. Moi, j'ai découvert ça cette année, ou l'année dernière, je ne sais plus, mais je trouve ça très bien. Donc je vais vous montrer la phase commune, que moi j'ai appelée la phase 1, le principe de base du jeu. Donc le principe de base du jeu proposé par Jordan au niveau de ce travail pratique, c'est qu'on a deux objets, chez moi deux sprites, je crois on dit dans Scratch, chez moi c'est un éléphant et une souris. Et puis quand on clique sur le drapeau vert, eh bien l'éléphant, en appuyant sur la touche espace, doit sauter par-dessus la souris. Alors, ça c'est la phase commune. Alors comme vous le voyez, bien sûr il faut des extensions, des améliorations, mais ça c'est la phase 1. Parce que là on voit bien que l'éléphant n'arrive pas à sauter par-dessus la souris, puis il n'y a rien qui se passe. Donc je vais vous montrer justement une de mes extensions. Ok. Si vous voulez aller voir celle de Jordan, eh bien, pardon, si vous voulez aller voir celle de Jordan, vous pourrez aller voir les fiches et puis les corrections des fichiers. Ok, là je vais vous montrer donc une extension possible. Donc je vais passer à ce que j'appelle la phase 2. Alors dans la phase 2, donc sur la fiche élève, j'ai mis que la partie durait au moins au maximum 10 secondes. Là j'ai fait que 5 secondes parce que j'ai du mal à gagner avec 10 secondes. Mais disons que si l'éléphant percute la souris avant un chronomètre à 10 secondes, eh bien c'est la souris qui gagne. Et si l'éléphant tient 10 secondes, eh bien c'est l'éléphant qui gagne. Sauf que là c'est fait avec 5 secondes. Bon, là j'ai perdu tout de suite, vous voyez. Donc c'est la souris qui gagne, je relance. Et là c'est moi qui ai gagné. Enfin c'est l'éléphant qui a gagné, parce qu'en fait je suis l'éléphant dans ce jeu. Et là déjà il y a des choses au niveau programmation qui commencent à être un peu complexes, parce que il faut utiliser les fonctionnalités, envoyer des messages, quand des instructions tant que, je peux vous montrer le programme. Hein. Vous voyez déjà dans cette, même dans la phase 1, hein, il y a un programme par sprite, mais là vous voyez il commence à y avoir l'utilisation du chronomètre dans Scratch, et on verra qu'il y a des contraintes à l'utilisation de ce chronomètre dans Scratch, parce qu'en fait il ne s'arrête jamais. Donc c'est pour ça qu'à la phase 3, je fais construire leur propre chronomètre aux élèves. Mais ce que je veux dire, vous avez déjà des placements. Alors ça de base vous l'avez, hein, les placements en nombre relatif, les repérages en nombre relatif dans le plan. Alors ça n'empêche pas que cette activité peut se faire en sixième, en cinquième, en quatrième ou en troisième, parce que ce repérage avec les nombres relatifs sur l'écran dans Scratch, ça ne m'a jamais posé problème dans aucun niveau. Et puis après, vous voyez, vous avez des instructions si, des instructions répétées, des tests, vous avez tout en fait, d'accord. Et là-dedans, vous avez des maths et de l'algorithmique. Je vais maintenant vous montrer la phase 3. Et là, pareil, vous voyez, vous avez l'utilisation des messages. Hein. C'est quand même très pratique dans Scratch pour créer de l'interactivité. Et puis, je vais vous montrer ma phase 3 où cette fois-ci, je veux afficher le chronomètre. Je trouvais que c'était une amélioration intéressante. Donc justement, par exemple, je ne savais pas, mais c'est en réfléchissant à ces améliorations que je me suis aperçu de ça. Si je voulais juste rester comme dans la phase 2 en utilisant les fonctionnalités chronomètre de Scratch, eh bien c'est pas du tout, c'est quasi impossible. En fait, c'est pas possible
d'afficher le chronomètre à l'écran. Parce que le chronomètre en fait continue sans arrêt. On peut le réinitialiser, mais il ne s'arrête jamais en fait. Donc là, je fais créer un chronomètre de 10,5 secondes aux élèves. D'accord? Ils créent leur propre chronomètre et on n'utilise plus du tout les fonctionnalités chronomètre par défaut de Scratch. Et c'est bien plus pratique pour afficher le chronomètre. Donc là, je joue, voilà, j'ai perdu en 1,5 secondes, d'accord? Puis je vais là essayer de gagner. Ok. Alors, sauf que là, je suis revenu à 10 secondes, alors il faut que je tienne 10 secondes. Et donc, vous voyez le chronomètre qui s'affiche en utilisant une variable temps. Et j'ai moi-même incrémenté mon chronomètre. Puis là, j'ai réussi à gagner. Eh bien, quand on réfléchit à la conception de ce travail pratique, moi j'y vois plusieurs intérêts. Ça montre par exemple l'intérêt de pratiquer Scratch en ligne, parce qu'en fonction du temps mis par les élèves pour faire certaines choses, ils peuvent reprendre leur projet, éventuellement continuer un peu chez eux. L'intérêt de réfléchir à différentes phases d'amélioration euh, dans ces travaux pratiques, ça permet de régler une grosse hétérogénéité chez les élèves qu'il y a quand on fait ce genre de travaux pratiques sur la programmation. Ça développe l'esprit créatif tant chez les profs que chez les élèves, parce que les extensions, on peut faire réfléchir les élèves à leurs propres extensions, ou nous-mêmes, ça nous fait réfléchir à des propres extensions. Il y a aussi une transversalité des compétences en jeu, parce que cette activité, vous pouvez la faire en 6e, en 5e, en 4e, en 3e. Jordan l'a fait en 6e, moi je la fais en 4e. Et c'est pas la complexité des... Par exemple, là, les extensions que j'ai faites ne sont pas plus compliquées que celles de Jordan qui fait en 6e, pas du tout. Et dans un travail pratique comme ça, de programmation, eh bien, on pourra me dire ce qu'on veut, on pourra me dire ce qu'on veut, mais c'est aussi une manière de faire des mathématiques, parce que là-dedans, il y a des maths. Ça, c'est certain, quoi. Voilà, voilà. Vous pouvez bien sûr retrouver les fiches et les, enfin, tout dans le répertoire partagé par Jordan et par moi. Autre précision, et c'est important, quand je veux corriger par exemple ce genre de fichiers, de travaux pratiques, c'est sûr que là je ne peux pas demander des copies d'écran aux élèves, les programmes sont assez conséquents, il y en a un par sprite. Donc en fait là l'élève, eh bien, il apprend déjà, et c'est important à enregistrer régulièrement son projet, il s'agit de rien perdre, c'est pas enregistré automatiquement. Et ensuite, il apprend à sauvegarder son projet sur l'ordinateur. Il apprendra par ailleurs que dans son navigateur, il peut paramétrer, cocher ou décocher où ça se télécharge. Ça permet de montrer des fonctionnalités informatiques intéressantes que les élèves, pour la plupart, ne connaissent pas. Il va renommer, de toute façon, c'est nommé correctement au départ dans la fiche. Il y a le nom et le prénom de l'élève. Donc en tout cas, il le sauvegarde sur son ordinateur et puis il me le remet dans la plateforme qu'on utilise pour récupérer le travail des élèves. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je les récupère, je les télécharge. Franchement, ça ne me prend pas trop de temps. Et puis, je les ouvre dans Scratch en ligne. Et puis, je regarde, grosso modo, si ça marche. D'accord? Et ça, je vous assure que ça ne prend pas trop de temps. Si on fait des petits programmes, une copie d'écran, ça peut suffire. Mais là, voyez-vous, par exemple, sur ce genre de travaux pratiques, j'ai besoin de récupérer les archives .sb3 des élèves. Voilà, voilà. Merci Jordan.